Après la pause pour le journal, nous retrouvons nos chers invités pour la suite de votre émission. Achraf Ouro Sabaela, juriste de formation. Il est homme politique du PDP. Nous avons également le journaliste togolais Komi Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Il est également le président de AJO7 avant de filer au Nigeria pour parler des contestations suite aux résultats des élections présidentielles dans ce pays. On reste toujours à Libreville au Gabon ou d'une manière générale en Afrique pour parler de la première étape de la visite du chef de l'exécutif français Emmanuel Macron, donc en Afrique. La première étape, c'est donc Libreville où on parle de ce sommet sur la préservation des forêts du bassin du fleuve Congo. Derrière, on peut avoir d'autres objectifs comme Valentin Mayaba. C'est ce que vous essayez. Oui, bien évidemment, ça se lit. Mais c'est la face réelle de l'iceberg qui nous a montré. La face cachée, on n'en a pas encore. Non, c'est pour dire que, au fait, la visite de Macron aujourd'hui s'inscrit sur deux angles. Hein. Le premier angle qui a été décrit, comme vous le dites, comme nous venons aussi de le dire, avec les reliquats de l'accord de Paris sur le climat. Il est en train de... Bon, en fait, c'est une forme de... Je n'apprécie pas ça en fait. Hein. Ce qu'on annonce là-bas par rapport à la climatisation, les questions climatiques et tout. Aujourd'hui, vous savez, s'il fallait résoudre le problème dans l'ensemble en ce qui concerne le réchauffement climatique, vous savez que le Congo, enfin le Gabon devait être dédommagé. Parce que c'est comme si vous êtes dans un milieu et vous produisez et l'autre reçoit les déchets. C'est quelque chose comme ça. Ou vous éclaircit ou vous éclaire par rapport à un certain nombre de choses. Aujourd'hui, les gens produisent des déchets ou polluent et nous absorbons. En principe, il devait avoir des tonnes de réparation en ce sens-là. Mais si on ne le fait pas, on vient peut-être pour réactiver le milieu en disant non, il est allé même visiter cette forêt-là, je crois bien. C'est aujourd'hui l'arrivée, non? Il semble que quand il est arrivé, il est allé visiter la... C'était depuis hier. Voilà, depuis hier, j'allais dire. Il est allé visiter la forêt, ils ont pris des résolutions en ce sens-là. Mais comme vous pouvez l'observer également, Macron ne va pas peut-être se contempler de la forêt ou peut-être parler de choses. Il y a d'autres acquis parce qu'il est en train de se racheter quelque part là où il a perdu en termes d'influence, en termes de tout ce que vous connaissez dans le cadre de l'action française sur le sol africain. Aujourd'hui, il est en train de se racheter parce que dans son discours, vous lisez cela de façon visible. Vous allez lire cela en parlant il veut mettre tout le monde dans un climat de convivialité, de paix et tout ça là. Et il ne met pas l'accent sur ce qui dérange l'Africain. Quand je parle de ce qui dérange l'Africain, le sentiment que l'Africain a par rapport à l'appui des forces françaises en Afrique, il ne le dit pas. Les bases françaises en Afrique, ils sont, je crois, 3 ou 4. Par exemple, quand vous prenez le Niger, aujourd'hui, ils ont une base française là-bas. Quand vous prenez, je crois, la Côte d'Ivoire, ils ont une base française là-bas. Quand vous prenez, je crois, Djibouti, ils ont une base. Donc, 4 pays, ils ont 4 bases françaises. On ne sait pas, actuellement, il n'en a pas parlé pour savoir réellement si ces bases françaises-là vont travailler, puisqu'ils disent que c'est dans une cohabitation. Il a parlé d'une cohabitation. Ça veut dire que les forces françaises vont travailler aux côtés des forces africaines. C'est ce que cela voudrait dire. Mais nous ne savons pas les termes, comment est-ce que ça va se faire, puisque ailleurs ça n'a pas marché. Quand vous avez vu que les forces françaises n'ont pas échoué, quand je vais dire ça, c'est entre guillemets, n'ont pas pu donner ce qu'elles devaient donner au Mali, et en même temps, elles quittent le Mali, et elle est au Niger comme base française, ça crée actuellement, il y a un climat d'insécurité dans ce pays par rapport... Mali, c'est l'échec, mais au Niger, les gens, déjà certains Nigériens disent que c'est la réussite. Ah oui, non, Michel, il faut pas, le dire. Non, Michel, je ne pense pas que depuis là on n'entend plus. Non, vous ne pouvez pas entendre. Entre-temps, qu'est-ce qui n'a pas été dit au sujet du président Bazoum? Ouais, vous savez ce que c'est. Et puis les 3 frontières, la zone des 3 frontières aujourd'hui qui souffre d'une insécurité notoire. C'est lié à quoi? C'est la force française qui est là-bas, qui est une tourmente. Et personne ne peut le démentir. Donc c'est cette force française qui crée
l'insécurité. Non, donc. pas forcément cette force française qui crée de l'insécurité, je ne le dis pas. Je dis du moment où la zone des 3 frontières aujourd'hui, si les forces françaises qui ont pris base au Niger devaient être efficaces, on ne devait pas encore assister à cette insécurité dans cette zone-là. Aujourd'hui, s'il y a de l'insécurité... On a l'impression qu'on veut dire que c'est à ces forces françaises de tout faire finalement. Non, pas... Pourquoi? Parce que quand on dit elle vient en appui, et depuis qu'on dit quand une force française vient en appui, j'ai été ravi la fois dernière lorsque le Premier ministre malien était en visite au Burkina, où il avait fait une annonce qui m'a plu. Il dit aucune force étrangère ne viendra vous sauver, c'est vous-même d'abord. Les autres viendront pour en appui. Oui, c'est d'ailleurs ce que je dis. Justement. Ce n'est pas la contradiction parce qu'on voit une force étrangère également. Non, la force étrangère, l'argument qu'elle donne, non, l'argument qu'elle donne en faisant, parce que souvenez-vous qu'au Mali, il y avait même certaines zones où même les forces locales ne devaient pas avoir accès. Ça veut dire qu'elles prennent le contrôle du territoire pour dire que nous allons vous sécuriser. Derrière cette sécurisation, mais vient d'autres choses que nous ne pouvons pas décrire. C'est là que je dis, si c'était une force coalisée, cohabiter, en principe, ça ne devait pas en avoir. La France dit non, ce territoire ou cette portion du territoire, vous n'avez pas accès, c'est nous qui allons la sécuriser. Alors que du jour au lendemain, nous ne disons pas que même les forces locales peuvent seules faire le boulot. Il faut toujours mettre ensemble les forces françaises, les forces africaines, les forces locales pour pouvoir faire le travail. Maintenant, quand vous voulez vous paterniser d'une zone et que même les forces et les populations locales ne peuvent pas avoir accès à ces zones-là, ça frise un peu de l'ironie et à ma foi, ça ne peut pas donner les résultats qui sont attendus. Mais malheureusement, Macron va commencer à utiliser cette forme-là en disant non, qu'aujourd'hui, nous allons travailler dans une synergie d'action avec nos bases militaires et dans tel pays. Mais visiblement, ce n'est pas ça la question. Les gens n'en veulent plus des forces françaises. Quand je dis les gens n'en veulent plus, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, il faut altérer. Il faut altérer. Pourquoi est-ce que les gens qualifient, par exemple, les Wagner comme les mercenaires, par exemple? Les Wagner aussi ont fait leur preuve, puisque c'est une force aussi comme toute autre force. Quand vous regardez au Tchad, les Wagner sont au Tchad, ils ont fait ce que les gens ont vu. Aujourd'hui, ils ont signé des accords. Mais vous voulez parler de la République centrafricaine? Je parlais de la République centrafricaine. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Mais aujourd'hui, aucune force ne peut être mise à nu. Il faut travailler avec toutes les forces. Il faut multiplier les partenaires. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand un partenaire vient en appui et qu'on trouve qu'on la victimise, qu'on trouve qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on devait faire, et il faut courir très vite pour mettre la main sur tous les territoires, je pense bien qu'il doit avoir vraiment, la question doit être remise en cause et qu'on doit réfléchir véritablement sur comment nous prendre en charge avant que les autres nous viennent en appui. Une dernière réaction sur ce sujet. On passe au Nigeria, Achraf. Oui, non, ma dernière réaction, deux grilles de lecture par rapport, disons, à l'intervention de mon cher aîné. Sur la question climatique, ce qu'il faut savoir, c'est que, certes, oui, vous évoquez la question de la réparation des pays africains qui ne polluent pas, parce que les indicateurs vraiment font froid au dos. L'Afrique ne pollue même pas 2%. Voilà. C'est moins de 2%. Moins de 2%. Oui. Mais nous subissons des conséquences fâcheuses de l'industrialisation. Pour moi, la solution, elle est très simple. L'Afrique également doit s'industrialiser. Il faut éviter la posture victimaire qui consiste à dire, pour moi, parce que c'est l'infantilisation qui continue. S'il faut toujours réclamer la réparation. Ils ne sont pas personne. Tous ces pays-là, même, regardez les mises en garde des Nations Unies. Vous pensez que quand l'Afrique va commencer, il n'y aura pas des gens qui vont se lever et dire voilà ce que vous faites et autres, alors qu'eux, ils le font? Oui, non, mais c'est ce que je vais dire, qu'il faut avoir des politiques, parce que l'économie du service, aujourd'hui, a montré ses limites, c'est l'industrialisation. Et donc, il y a une volonté manifeste également des gouvernements, je veux parler du continent africain, à industrialiser vraiment leur pays. Le cas du Togo même un exemple. Donc, il faut aller dans ce sens et non subir les conséquences fâcheuses de l'industrialisation des autres pays. Moi, j'estime que si nous devons tous polluer, alors là, nous devons tous polluer. Donc, et non attendre la question de réparation, parce que pour aujourd'hui demander la réparation, les promesses que les pays occidentaux ont formulées à notre endroit, ils n'ont jamais respecté cela.
Voilà. Donc ça, c'est la question climatique. Je crois que le développement de l'Afrique passe inexorablement par l'industrialisation. Ça, c'est clair. Et la deuxième grille? Voilà, la deuxième grille de lecture, c'est pour des questions politiques. Non, moi, je crois que nous sommes dans une démocratie représentative. Certes, il peut y avoir une insurrection ou des mouvements populaires dans la rue pour demander le départ des troupes françaises. Mais en réalité, quand vous prenez par exemple en 2011, c'est le gouvernement malien et même l'Assemblée nationale qui a fait appel à la France de venir mettre fin à l'avancée des djihadistes vers Bamako. Voilà. Et aujourd'hui, je ne saurais... Ça, c'est les politiques, hein. Oui, non, ça, c'est les gouvernants, quoi. Oui, non, ça, ce sont les gouvernants. Oui, ce sont les gouvernants. Et qui choisit les gouvernants? Mais c'est le peuple. C'est pour cette raison que je parle. C'est une autre paire de manches. Non, c'est pour cette raison que je parle de la démocratie représentative. Si vous avez l'Assemblée nationale qui approuve ou qui appelle une force extérieure de venir en aide, on ne peut que respecter parce que c'est quand même la représentation nationale. Et donc, on ne peut que se soumettre à cette volonté oui, pourquoi de parfois ceux qui sont légitimement élus sont désavoués parfois. Vous savez déjà que actuellement même nous savons que ceux qui sont en charge de la gouvernance au niveau des forces, au niveau du Mali comme au Burkina, c'est des forces, enfin c'est des présidents illégitimes. Enfin, ils n'ont pas été élus, mais ils ont l'assentiment, ils ont quand même l'onction du peuple. Quand je parle du peuple, c'est-à-dire que les gens les acceptent malgré quoi qu'ils soient arrivés dans une irrégularité pas possible. Il peut y avoir des contestations. Les élections ne sont pas encore. Non, monsieur, moi je veux en tout cas facultatif. Non, je veux. Voilà. Oui, je veux. Les gens sortent. Oui, je veux. Pour l'opposition ou pour le pouvoir en place, que ce soit des militaires, c'est pas forcément le peuple, quoi. C'est ce que je dis souvent. Voilà. Oui, mais pas aussi, forcément le peuple. Le peuple dans sa majorité. Le peuple dans sa majorité humaine que nous voyons manifestant par rapport. Ils sont pas représentatifs de l'opinion publique. Des dirigeants, c'est aussi un peuple. Ceux qui manifestent. Oui, c'est un peuple, c'est une portion du peuple, mais ils ne sont pas représentatifs de l'opinion nationale, de l'ensemble de l'opinion nationale. Il n'y a pas si vous avez une centaine, 300 personnes qui manifestent dans la rue, est-ce qu'ils sont représentatifs de l'opinion nationale? Non, mais il y a également, il y a ce qu'on appelle une majorité silencieuse, également qui n'extériorise pas ce qu'ils veulent en réalité. Mais il ne faut pas dire tout simplement que ceux qui contestent telle ou telle décision sont représentatifs. Oui, effectivement, tout va compter. Oui, ça, je le reconnais. Donc, pour chuter, je reviens toujours parce que cette politique-là qui consiste à demander, parce que je reviens également à la question de la repentance, parce que vous avez des gens aujourd'hui qui demandent à la France de demander pardon aux pays africains pour des exactions commises par le passé. Moi, je crois que c'est totalement contre-productif. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut prendre acte du passé et ne pas demander pardon au bourreau d'antan, c'est faire son jeu. Il faut tirer les conséquences parce que vous avez des pays asiatiques également qui ont connu la colonisation et qui n'ont pas. Je n'ai jamais entendu un discours officiel du président chinois demandant les excuses du Japon. Et donc, il faut en sortir. Et donc, on est pris dans cet engrenage, la pensée décoloniale, ce qu'on appelle les adeptes de la repentance. Les adeptes de la repentance qui nous disent qu'il faut demander. Non, il faut en sortir. Et donc, nous sommes aujourd'hui pris en otage par cette pensée décoloniale-là qui nous dit de ne pas faire aucun effort et qui attribue la responsabilité de notre sous-développement à un pays qui est la France. Je crois que nous devons faire preuve d'ingéniosité et croire à notre capacité de transformer nos sociétés nous-mêmes. Donc, je crois à l'Africain, individuellement et aux nations africaines collectivement. Allez, chers amis, on va filer au Nigeria. Pour nous, le système pose problème. L'INEC aussi, donc tout le processus devait être suspendu et annulé. La PC a influencé la CENI et nous pouvons contester que les résultats ont été modifiés. Nous avons des informations sur les circonscriptions où les élections n'ont pas eu lieu et où les résultats ont été préparés. Nous avons des enregistrements de cas où les appareils électroniques n'ont pas été utilisés et où les résultats ont été prononcés. Le président de la commission peut-il nous brandir les résultats téléchargés afin que nous puissions les comparer avec ceux des responsables
des commissions électorales des États. Ce sont les propos du sénateur Dino Melaye du PDP. En tout cas, l'INEC a confirmé l'élection de Bola Ahmed Tinubu, 70 ans. Il est devenu le président du Nigeria. On va l'écouter, il appelle tous les Nigériens à s'unir pour qu'ils puissent faire développer son pays. On va également écouter le chef du parti travailliste. Je veux parler de qui? En tout cas, on va les écouter. On revient pour la suite. De Julius Aboueri. I accept, by taking this certificate, I assume a sacred duty I shall never ignore. En recevant ce certificat, j'assume un devoir sacré que je ne négligerai jamais. Pour vous, le peuple, en particulier les jeunes, je travaillerai jour et nuit. Je travaillerai au mieux de mes capacités pour rendre le Nigeria meilleur. À ceux qui ne m'ont pas soutenu, je demande de ne pas laisser la déception actuelle vous empêcher de prendre conscience des progrès nationaux, historiques que nous pouvons réaliser en travaillant ensemble. From realizing the historic national progress we can make by working together. On va également écouter un Nigérian, Kizito Daniel. Lui, il est ingénieur en automobile. Il parle de fraude massive. This fraud is annoying. If I should tell you how Cette fraude est agaçante. Si je dois vous dire comment je me sens si mal que même les démons dans ma chambre m'aident à me plaindre à propos de leur colère et de leur Mais je comprends, j'ai oublié que ce pays est une fraude dans son ensemble. C'est une fraude. From the beginning to the end is a fraud. Je ne sais pas si mon vote a compté ou pas. Ce que je sais, c'est que les Nigériens ont parlé. Les gens ont choisi leur président. Malgré tout, même si mon vote n'a pas compté, je sais que les votes des autres comptent. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est d'un président qui va unir le pays. Et nous sommes très heureux. Et enfin, la réaction du président du Parti travailliste, Julius Aboueri. Il est déjà très clair pour tous les Nigérians, sauf si nous faisons semblant de le faire ici, que cette élection n'est pas vraiment juste et crédible. Il est évident pour tous les Nigérians que cette élection est déjà compromise. Par conséquent, si c'est ce que souhaite chaque Nigérian et si c'est l'opinion de tous, la meilleure chose à faire est de rectifier le tir et de bien faire les choses. What has been done and have it done properly. Après les réactions, chers amis, on va marquer la dernière pause. On revient parler du Nigeria et de ses résultats, surtout de la réaction de l'opposition. Et on enchaîne en même temps avec le sujet sur le Togo.